dans Mission en terre barbaresque, un ouvrage qui est en vente sur le site de TVL, à la boutique tvl.fr. Dans cet ouvrage, Geneviève Chauvel redonne vie à Jean le Vacher, prêtre, diplomate et martyr. À la croisée de la foi, de la diplomatie et du sacrifice, son récit éclaire une page oubliée de l'histoire franco-méditerranéenne et aussi de l'esclavage. Une rencontre entre mémoire, engagement et actualité menée de main de maître par Geneviève Chauvel, qui est mon invitée. Bonjour madame. Bonjour Martial. Votre parcours de photographe de guerre, de journaliste au Moyen-Orient, a-t-il influencé un peu ou beaucoup votre façon de raconter cette mission en terre musulmane ? Alors, les terres musulmanes, je les connaissais. Le Proche-Orient, vous venez d'en parler. L'Algérie, je suis pied noir. Je connais bien Alger. Ça m'a attiré, bien sûr. Et puis, alors, surtout, il y avait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une grande bataille navale, une attaque sur Alger, un bombardement d'Alger. Et que là, moi, dans les batailles, comme je l'avais fait dans Barberousse, enfin, chaque fois qu'il y a une bataille terrestre ou navale, j'aime beaucoup cela parce que ça me rappelle mes reportages de guerre. Alors, bon, voilà ce qui m'a influencé et qui m'a donné la verve et le vocabulaire, si vous voulez, pour ce genre de choses. Un bombardement d'Alger, on est en 1682, au XVIIe siècle, il faut bien préciser absolument. Cela. Quelles ont été vos principales sources pour documenter cette aventure ? Vous avez rencontré peut-être des difficultés particulières à ressusciter ce pan d'histoire. On parle par exemple assez peu, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'esclavage blanc bien sûr. Et chrétien. Voilà. Alors, c'est d'abord justement quand quelqu'un, un historien algérien qui vient d'écrire un livre sur un canon turc, Baba Merzoug, qui se trouve dans le port de Brest aujourd'hui en obélisque, ramené par l'amiral Duperré lorsqu'on a fait la conquête de l'Algérie en 1830. Et donc, me racontant qu'il voulait absolument prouver que ce Baba Merzoug n'avait pas tué le consul Jean le Vacher. Votre héros. Mon héros. Alors, je lui dis, mais c'est qui Jean le Vacher ? Et il me dit, ben oui, un prêtre missionnaire lazariste, le pauvre est mort à la bouche du canon, mais ce n'est pas vrai, c'est pour cela qu'aujourd'hui les Algériens veulent récupérer ce canon, qui a été emmené comme prise de guerre par Duperré, et sous prétexte que c'était l'assassin, le meurtrier du consul de France. Donc, on prenait le canon. Et là, il me dit non, on veut récupérer ce canon qui est depuis trop longtemps à Brest, prisonnier, indûment. Et donc, moi j'oublie le canon, je pense Jean le Vacher, consul de France. Je me suis promené à l'Amirauté, à Alger, quand j'étais étudiante, j'allais me baigner, tout ça, au club nautique. Et puis, alors j'ai cherché. J'ai trouvé un livre écrit par un lazariste, l'abbé Misermont, qui est un peu le livre le plus complet sur la vie de Jean le Vacher, mais un livre écrit par un abbé lazariste, c'est tout de même assez hagiographique, et évidemment, on ne voit que l'aspect religieux. Alors, j'ai trouvé que bon, c'était intéressant, mais en même temps, il y avait des tas de choses, des tas d'événements qui arrivaient et qui étaient intéressants, qui étaient le côté de la vie civile, le côté consul et tout, enfin, des bisbilles entre les civils et les religieux, la chambre de commerce de Marseille et se perd. Enfin, je vois tout d'un coup tout un tas d'intrigues incroyables et je me dis, mais quel roman! Et je n'ai pas voulu écrire, et en même temps, je dis, mais c'est une façon de parler de l'esclavage blanc. On ne parle jamais de l'esclavage blanc en disant, oui, c'était rien du tout. De toute façon, ils avaient la possibilité de racheter leur liberté en payant des rançons assez importantes. L'esclavage blanc, dans votre esprit, c'est l'esclavage que les musulmans ont mené contre les chrétiens. Voilà, parce que à cette époque-là, précisément. Voilà, la Méditerranée était devenue un véritable coupe-gorge, parce que depuis la chute de Grenade en 1492, tout le monde musulman voulait prendre sa revanche sur le monde chrétien, puisque la dernière ville musulmane d'Espagne était tombée, et donc tous les musulmans, surtout l'Empire ottoman, à ce moment-là, qui était en grand opération de conquête. Souvenez-vous, Soliman, toutes les guerres en Asie mineure, la Hongrie, les attaques partout. Et puis, donc,
c'était, si vous voulez, les Barbaresques, les deux qui étaient sur Alger, les régences de Tunis et d'Alger, puisque Barberousse, qui avait été roi d'Alger, ensuite avait été choisi par Soliman. Barberousse avait offert l'Algérie à Sélim, le père de Soliman, pour avoir une puissance militaire qui le soutienne contre toutes les petites intrigues que montaient les chefs de tribu du pays. Donc lui tout seul ne pouvait pas s'imposer, il lui fallait une puissance supérieure. Et c'est pour ça qu'il a offert l'Algérie à Soliman. L'Algérie devient un vilayet ottoman, une régence. C'est pas un vilayet, une régence ottomane. Et Soliman lui a envoyé des janissaires, de l'argent, des armes, les hommes qu'il fallait pour maintenir l'ordre dans le pays, dans le royaume. Voilà. Et voilà qu'un jour, quand Soliman s'est retrouvé avec une flotte décimée par les Vénitiens et les Génois, il a cherché l'homme capable de remonter, de lui reconstruire sa flotte et de la diriger. On lui a dit, il n'y a que Barberousse, l'homme qui fait trembler la mer. Alors, il a envoyé chercher Barberousse, qui est devenu amiral de la flotte ottomane, qui a reconstruit tout et qui a fait une flotte absolument extraordinaire à la mode corsaire, avec des bateaux modernes, rapides, malléables, qui tournaient à 180 degrés, enfin qui viraient comme ça de bord à 180 degrés. C'était formidable et Soliman était très content. Ensuite, bon, avec le temps, ça c'était en 1600, 1500, la deuxième moitié du XVIe siècle. Et à partir de ce moment-là, la piraterie, les corsaires, suivant le modèle de Barberousse, se sont développés aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Et Alger est devenu le port principal de toute la piraterie, les corsaires. Enfin, c'était une place forte, incroyable. Et il y avait une armada de corsaires, justement, qui giclait, si vous voulez, sur la Méditerranée régulièrement, dès que la saison était bonne, pour aller chasser du blanc, chasser du chrétien. On ne disait pas du blanc à ce moment-là, on disait du chrétien. Car toutes les puissances européennes étaient chrétiennes. L'Espagne, l'Italie, la France, il y avait la Grèce. Alors qu'ils soient protestants, orthodoxes ou chrétiens, je veux dire, ils étaient tous chrétiens ou catholiques, c'était l'Europe qui avait repris Grenade, donc il fallait se venger. Et tous ces gens, on les prenait comme esclaves, on les mettait dans des bagnes. Il y en avait 13 à Tunis, 5 à Bizerte et 5 grands à Alger. Je reviens à Jean Levaché, il est envoyé par Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul, et lui va découvrir en arrivant l'ampleur de cet esclavage. Tout de suite, dès son arrivée. En France, il y a une personne qui est consciente de cet esclavage, de la condition qui est imposée à tous ces gens capturés, car la Méditerranée était un coupe-gorge. Quand on partait en course, on ne savait pas si on reviendrait à la maison, quelque temps plus tard. Et donc, Saint Vincent de Paul, car à l'époque il n'était pas encore saint, c'était un jeune prêtre, il avait été ordonné quelques années plus tôt, il a fait tout d'un coup un petit périple entre Beaucaire et Narbonne. Il s'est dit, tiens, pour aller de Beaucaire à Narbonne, au lieu de passer par la terre, je vais y aller par la mer, ce sera plus court et plus amusant. Et puis, en cours de route, eh bien, ils sont capturés par les barbaresques. Et il se retrouve à Tunis, dans le bagne. Il va y passer 2 ans. Il va être vendu à 3 marchands différents. Donc, il sait ce que c'est qu'un captif qui est vendu, qui passe d'un marchand à l'autre, les conditions, comment on est traité. Et puis, au bout de 2 ans, il va finir. Son 3e maître est un renégat qu'il arrive à ramener à la religion. Et ensemble, ils ont trouvé un bateau et ce renégat a organisé leur fuite. Et ils sont arrivés comme ça à Aigues-Mortes. Et de là, Saint Vincent de Paul est parti à Rome pour expliquer l'histoire, et puis surtout revient en France. Il n'a pas donné trop de détails sur toute cette époque, parce qu'il est quand même très, très modeste, et puis il n'aime pas parler de lui. Mais quand il arrive en France, il va entrer en cours, il va être le directeur de conscience de Louis XIII, de Anne d'Autriche.
Et alors, les dernières années de Louis XIII, c'est lui qui va fermer les yeux de Louis XIII, lui donner l'absolution. Et même Louis XIII ne parle que de ses esclaves. Que se passe-t-il pour ces esclaves là-bas? Parce que Vincent de Paul lui raconte, c'est une horreur, l'horreur épouvantable. Et Louis XIII lui donnera de l'argent sur sa cassette personnelle pour monter l'œuvre des esclaves. Et la nièce de Richelieu, la duchesse d'Aiguillon, lui va acheter une maison à Alger et une maison, ensuite la maison à Tunis, ces maisons qui seront le siège du consulat. Donc on met un consul civil, et alors, à ce moment, d'un consul qui est donc en accord avec Vincent de Paul, et tout d'un coup, Vincent de Paul s'est dit, c'est très bien d'avoir des consuls qui peuvent regarder, protéger les captifs, mais il faut le secours spirituel, parce qu'ils sont désespérés, et il faut éviter surtout qu'ils abjurent, qu'ils passent, que l'apostasie, c'était la grande maladie. Alors, donc, il va commencer, si vous voulez, à fonder son œuvre des esclaves, et il se dit, mais comment envoyer un des missionnaires? Et il découvre que dans les capitulations, ce sont les traités signés par François Ier et Soliman le Magnifique au XVIe siècle, où justement ce sont des traités qui donnent un privilège extraordinaire à la France pour la navigation dans tout l'Orient, et surtout le commerce avec tous les ports d'Orient qu'on appelait les échelles du Levant. Et là, il voit que l'aumônier le consul a le droit d'avoir un aumônier dans sa maison. Et il se dit, voilà, l'aumônier, je vais envoyer un aumônier lazariste, parce qu'il a fondé aussi les pères de la mission, l'ordre des pères de la mission, qu'on a appelé les pères lazaristes par la suite. Et donc, il envoie un certain père Guérin, Michel Guérin, qui arrive à Tunis, qui fait merveille pendant 1 an, mais il y a tellement de monde, il dit « je ne peux pas tout seul, c'est trop, c'est trop ». Et alors, il va lui-même voir le Dey et il lui dit « écoute, il y a tellement de gens, il me faut une aide ». Et le Dey dit « mais oui, fais venir 1 ou 2 comme tu veux, parce que tu ne fais que le bien, et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui fait le bien ». Parole du Dey. Arrive Jean le Vacher, et une nouvelle fois qu'il découvre à son arrivée, rocambolesque, difficile arrivée, mais quand il arrive et il découvre une réalité, c'est qu'Alger vit entièrement d'une économie qui est basée sur l'esclavagisme et la vente des esclaves. Alors il arrive, quand il part, épouvantables. Il a 28 ans, il arrive à Tunis d'abord, c'est à Tunis qu'il arrive pour retrouver le Guérin. Et effectivement, là, il voit, première chose en sortant du bateau, pour retourner vers le consulat, il passe par le marché aux esclaves, Bab el-Bar. Alors, il voit ces gens, des Européens, qui sont nés sur une estrade, et on vient les tâter de tous les côtés comme des chevaux à la vente, ou des vaches. Alors, là, il est complètement affolé, et quand il voit tous ces cris, là, il a un moment de doute. Et finalement, il se resserre, il se reprend, et il continue, parce qu'il se rend compte qu'il est un missionnaire dans l'âme, il ne pense il voit tout de suite ces pauvres souffrants, il se dit, mais le travail est immense, immense, allons-nous pouvoir le faire? Et finalement, donc, il y aura aussi, 1 an après son arrivée, l'attaque de peste. Lui va s'en sortir, on va le prendre pour mort, mais il va survivre. Mais peu après, c'est Guérin qui meurt, et peu après encore, c'est le consul lui-même qui meurt, et qui lui dit « Prenez les sceaux, je vous remets les sceaux du consulat, et soyez le consul à ma place en attendant que Versailles nous envoie un remplaçant. » Et alors, donc, il se retrouve, il a à peine 29 ans, 30 ans, il se trouve donc missionnaire et consul de France. Et puis peu de temps après, et on va le bombarder, vicaire apostolique. Le pape de Rome, parce qu'il fait vraiment, son action est tellement formidable. Et surtout, alors, donc, à part lui, il écrit des rapports, il envoie des rapports à Vincent de Paul, continuellement. Et Vincent, il y a une correspondance très, très étroite entre les deux. Et dans ses lettres, il décrit, ça m'a aidé beaucoup,
Il décrit les bagnes, comment vivent ces gens, les heures de travail, comment ils sont roués de coups. Alors, les hommes qui partent, qui sont réservés pour la chiourme, les plus costauds, les moins costauds, on les envoie dans les propriétés agricoles, ce qu'on appelait les masseries en Tunisie. En Algérie, ce seront les jardins, donc dans les masseries, pour faire pousser les légumes, les fruits et tout ça. Et puis chaque fois, c'est à coup de bâton, il y a un garde chiourme derrière eux toute la journée pour les obliger à travailler à la vitesse voulue pour réaliser. Les femmes dans les harems, alors, les jeunes filles dans les harems, les jeunes garçons pour le plaisir sexuel. C'est dans les harems sexuels pour les nababs qui font les hautes autorités, car c'était très prisé, ou alors on les envoyait, ceux qui étaient pas trop mignons, donc on les envoyait dans des camps de formation pour devenir des corsaires, des navigateurs et apprendre à ramer. Enfin bon, l'économie est basée sur l'esclavage. Ça, et donc, Geneviève Chauvel, je coupe, mais oui. On voit que dans tout l'ouvrage, Le Vacher, il vit dans un équilibre fragile finalement entre la foi chrétienne, il va y avoir la diplomatie d'État, la coexistence avec un islam qui est à multifacettes. Est-ce que cette expérience, pour vous, c'est un modèle qu'on peut reproduire, qu'on a pu reproduire, ou est-ce que c'est vraiment un cas unique ? Écoutez, la chose que je vois, c'est que lui, qui n'avait aucune expérience, donc tout d'un coup, il se révèle un formidable diplomate, parce que en même temps, il a un sens psychologique formidable, puisqu'il dénote tout de suite la façon de penser comment dire, les procédures, si vous voulez, de ces gens, leur façon de mener les affaires, les discussions et surtout les négociations. Donc il apprend à négocier comme eux. Et il voit qu'avec eux, il ne faut pas arriver en disant ce que feront des consuls après qui vont échouer, en disant vous m'avez pris 300 esclaves illégalement parce que justement il y a des capitulations qu'il faut respecter, ils ne les respectent jamais, et donc vous m'avez pris indûment des esclaves, vous allez me les rendre. Alors, il se rend compte qu'il faut toujours un échange. Il n'y a pas de perdant et de gagnant. Donc, il voit toujours... C'est lui qui avait institué, si vous voulez, l'échange réciproque. Alors, vous nous rendez nos esclaves, et nous, on vous rend, s'il y en a quelques-uns, parce qu'il y avait quand même des Turcs qui étaient pris, parce que quand les bateaux français étaient attaqués par les corsaires, quelquefois aussi, le bateau français était gagnant. Et donc, on prenait tous les corsaires, et on les mettait à la chiourme, à la chaîne. Donc, il y avait des Turcs dans les galères françaises, il y avait des Turcs. Eh bien, écoutez, nous allons voir autant de Français, autant de Turcs qui sont chez nous et qu'on vous rendra. Les échanges réciproques. Et ça marchait très bien. D'otages. Et évidemment, il y a des gens, après, par la suite, qui n'ont pas marché, qui n'ont pas voulu respecter ce genre de choses. On a voulu arriver avec l'autorité de la France, avec la morgue française, et on a fait tout échouer. Mais, donc, voilà, le Vacher a été, d'ailleurs, je vais vous dire par la suite, quand Louis XIV, plus tard, enverra des gens pour négocier, il leur dit... Allez voir Monsieur le Vacher, il connaît ces gens mieux que personne et il vous dira comment vous comporter. Sa vie, celle d'un héros, on le voit dans cet ouvrage que les éditions Artege ont édité. C'est un héros, c'est aussi un martyr. Alors, c'est un héros qui ne voulait pas être un héros, car il était d'une modestie, d'une humilité. À la Saint-Vincent de Paul. Oui, c'était les 5 vertus vincentiennes, vous savez, bon, et vraiment la douceur, le zèle, la mortification, l'humilité, la modestie, la modestie douceur. Qui l'amène de simple missionnaire à être vicaire apostolique, c'est-à-dire représentant le pape et puis ensuite il consul représentait de le pape et il représentait Louis XIV. Il représentait la France, mais il ne pensait pas. Ces titres-là ne lui montait pas à la tête, il n'y pensait pas. Comment il termine martyr à la bouche Alors, du canon? ça c'est plus tard. À Alger, il termine martyr parce que quand là aussi il fallait... il y avait des échanges, aussi des traités avaient été violés, il fallait faire accepter les échanges de prisonniers, de captifs.
Et bien, le divan se rend compte qu'il y en a beaucoup et que si on enlève tous ces captifs et qu'il n'y a pas de rétribution financière ou autre, enfin il n'y a pas d'échange, ça ne peut pas marcher. Et ils se voient ruinés. On leur enlève le pain de la bouche, comme il disait. Et donc, ils décident tout simplement, dans un coup de folie, de déclarer la guerre à Louis XIV. Louis XIV, lui, il ne mollit pas. Il monte une armada. On ne va pas déclarer la guerre au roi très chrétien qui vient de régler le problème avec les Hollandais. Il est le maître tout-puissant de l'Europe. Et c'est, comme il dira plus tard, rasez-moi ce nid de serpents. Alors, là-dessus, il envoie donc une armada avec 40 bateaux, tout ça, enfin, c'est énorme, et avec l'amiral Duquesne à la tête. Quand le bateau arrive, et en plus avec une arme de destruction massive totalement inconnue, dont on fait, si vous voulez, qu'on inaugure au cours de cette bataille, ce sont des bombes incendiaires qui sont installées sur le pont d'une chaloupe, et on n'avait jamais fait marcher ces bombes incendiaires sur un pont flottant. On avait fait des essais sur la terre ferme. On ne savait pas si ça marcherait. Ça a marché. Ils en ont envoyé des centaines. Et évidemment, les quartiers brûlés, on a fallu revenir l'année suivante. Et chaque fois que Levaché vient comme consul, médiateur, envoyé par le dé d'Alger qui est affolé, effrayé, la population se soulève contre lui parce qu'il y a trop de morts, trop de maisons complètement rasées. Et là-dessus, on envoie Levaché pour demander à Duquesne un peu de clémence. Oui, on va négocier. Et puis, Duquesne, il n'a aucun respect pour Levaché. Il faut dire qu'à cette époque-là, il est vieilli. Il a 62 ans. Il a eu 3 fois la peste. Il a des jambes enflées. Il ne peut pas marcher. Il se fait porter sur litière ou chaise à porteur. Et quand il arrive, on ne lui donne même pas une chaise sur le pont. La première fois, on ne lui permet même pas de monter à bord. La deuxième fois, il est bien obligé parce qu'il accompagne des otages. Et chaque fois, avec douceur et gentillesse, tout en étant profondément ulcéré au fond de lui-même du traitement qu'on lui inflige. La mort de Duquesne est effroyable. Et le protestant contre le roi très chrétien, qui n'a pas voulu obéir à la lettre aux ordres du roi très chrétien. Et donc, il explique à Duquesne, mais si vous voulez utiliser la force comme ça, il faut aller jusqu'au bout, raser la ville complètement. Si vous ne pouvez pas les vaincre totalement, les abattre totalement, à ce moment-là, il faut négocier. Et soyez clément et juste. Et Duquesne lui dit, vous êtes plus musulman que chrétien. Et il lui répond, je suis prêtre. Et il est parti ulcéré. Alors il rentre au consulat, et puis là-dessus les bombardements continuent, et Duquesne, fou furieux, fait des bombardements le jour et la nuit. Alors les gens qui partaient, il faisait 2 nuits d'abord, et les gens qui partaient la nuit dans les jardins, donc ils avaient trouvé le moyen de ne pas être blessés, de ne pas souffrir, mais voilà qu'il en fait aussi le jour. Alors du coup, et voilà qu'un renégat anglais, toujours la perfide Albion, le renégat anglais qui voit le matin, justement les bombardements avaient duré toute la nuit et commencé le matin, il voit du linge séché sur la terrasse et il dit « Voilà, le consul, c'est lui l'espion, c'est lui qui donne le signal au bateau pour le bombardement. » Alors, la foule, il crie ça dans les rues, vous savez, les gens sont tellement excités dans ces cas-là, dans des situations comme ça si désespérées. Alors on rentre dans le consulat, le consul est un traître, le traître. On l'emmène devant Mezzo Morto qui a pris le pouvoir. Toutes les choses dans le livre, on ne peut pas le raconter, mais donc Mezzo Morto qui tout d'un coup décide que, eh bien, il lui dit, tu prends le turban ou bien tu meurs. Et là, bien sûr, Levaché lui dit « Tu as le droit de vie et de mort sur moi, mais tu ne peux pas prendre mon âme. Je suis chrétien, je mourrai en chrétien. Et à mon âge, c'est tout ce que je demande. Je l'attends. » Alors, il l'envoie à ses sbires. Hop, sur la jetée, le môle, il y a une batterie de 10 coulevrines.
le père Levaché, et on ne peut pas marcher, on le roule, on le piétine comme un ballot, et on pense à la passion du Christ. Et alors, arrivé devant le canon, de nouveau on lui dit « Tu prends le turban, t'as la vie sauve !» Répète encore, et là il fait un petit discours pour tous les chrétiens qui sont déjà enchaînés, là, attachés à la bouche des canons suivants. Les 10 canons, devant chaque canon, il y a un chrétien qui est attaché, et il leur dit « Le Seigneur nous attend, à tout de suite ». Et donc lui aussi, bon, fait sa prière, et alors il est déshabillé, et il se pense, bien sûr, comme le Christ, devant la croix, et puis on le met là, à la bouche du canon, et puis tout d'un coup, personne ne veut mettre la mèche. Parce que quand même, il a une certaine réputation, une certaine aura. Et là, tout le monde est effrayé parce qu'on s'est dit quand même, le père consul, comme ça. Et alors, enfin, un renégat encore qui vient mettre la mèche pour allumer, sans lancer le boulet. Et à ce moment-là, le canon explose. Donc le corps part en 1000 morceaux, des débris un peu partout, les gens se précipitent pour prendre les reliques. Et tout d'un coup, il y a de l'eau, monte une colonne de lumière de l'eau vers le ciel. Et au même moment, le canon explose et tue 3 personnes autour, dont le serveur renégat. Alors ça, ce sont des événements, on a dit par la suite que tout ça c'était de la fable, que c'était pas vrai, que le père Levaché n'était pas mort à la bouche du canon. Certains ont dit qu'il était mort à la bouche de Baba Merzoug. Et tout ça, enfin finalement, non. L'histoire, j'ai recoupé avec tous les témoignages qui ont été donnés de gens qui ont ensuite, par la suite, les années suivantes, ont fait des enquêtes. Il est mort à la bouche de cette coulevrine. Et la colonne de feu, on ne sait pas. En tout cas, le canon a explosé. Or, Baba Merzoug, qui est dans le port de Brest, on a cherché sur la colonne qui est là en obélisque, il n'y a pas trace d'une explosion, d'un éclatement, pas de réparation, rien, il est intact, neuf. Donc, on peut se demander si vraiment Baba Merzoug était à la retraite sous un porche de l'Amirauté à Alger, et cet énorme canon on n'avait pas le temps de le traîner. Les coulevrines étaient prêtes pour le massacre. Tout ce récit, qui culmine donc, on l'a bien compris, avec le martyre de Jean Levaché, exécuté, on le voit, et vous le dites merveilleusement, de manière tragique à la bouche d'un canon, symbolise bien évidemment son dévouement jusqu'au sacrifice ultime. On va lire la suite, si vous le voulez bien, ensemble avec les téléspectateurs, de manière à ce qu'ils achètent cet ouvrage dans lequel vous racontez avec la même dynamisme, avec la même force. Vous voyez, c'était surtout, je voulais bien montrer quelle était la situation de ces esclavages chrétiens en Méditerranée. Ça a duré 3 siècles. Et là, avec tous les témoignages que j'ai trouvés, j'ai été moi-même bouleversée parce qu'on voit que c'est une chose qui a existé. Et je crois que dans certains cas, ça n'était pas moins terrible que l'esclavage africain vers l'Amérique, de l'Afrique vers l'Amérique, l'esclavage noir de l'Afrique vers l'Amérique. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'était l'esclavage noir pendant 3 siècles. Il y a eu Cervantes, il y a eu donc le père Saint Vincent de Paul, il y en a eu bien d'autres qui ont été dans ces bagnes. Et là, j'apporte des preuves, et je donne une bibliographie aussi. J'ai toutes les preuves qui sont là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages dont on ne veut pas tenir compte aujourd'hui. Et moi, je l'ai fait sous forme de roman, parce que je n'ai pas la carrure d'une grande historienne ou d'une théologienne pour donner cela, mais c'était cela qu'il fallait, et que ce soit plus humain, qu'on vit avec le père Levaché, on découvre avec lui l'horreur. Mission en terre barbaresse. Merci Geneviève Chauvel, merci à vous. Merci à vous.